Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. Dans cet épisode, il sera question des légumineuses. De la fertilisation à la rentabilité, découvrez comment ces cultures riches en protéines et capables de fixer l'azote s'intègrent dans nos pratiques agricoles. Un thème qui va nous permettre de faire un retour sur des essais menés par ProConseil, notamment à travers deux légumineuses, la févrole et la luzerne. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'être accompagné par Nicolas Skoda, conseiller chez ProConseil. Nicolas, bonjour. Bonjour. Et par moi-même, et oui, pour une fois, je ne serai pas juste l'animateur de cette conversation, mais bien un intervenant. Et pour commencer, autant prendre la question par le début. Nicolas, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les légumineuses? Pourquoi ce sont des plantes qu'on considère un peu à part? Alors, je vais essayer. C'est sûr que toutes ces questions légumineuses, c'est une question qui est assez large. On peut faire plusieurs podcasts, je pense, par rapport à ça. Je pense qu'en quelques mots, c'est une famille de plantes, c'est les Fabaceae. C'est des plantes qui ont la particularité de faire une symbiose avec des bactéries. C'est les rhizobium, c'est des bactéries du type rhizobium qui créent cette symbiose au niveau des racines. Puis cette bactérie a la capacité de fixer de l'azote atmosphérique. Oui. Alors pourquoi symbiose? C'est parce que en fait, les deux parties de la relation symbiotique sont gagnantes. Finalement, les plantes vont avoir l'azote disponible et puis les bactéries vont recevoir des sucres qui sont créés dans la plante. C'est pour ça, c'est symbiotique. Par contre, pour la plante, ça consomme pas mal d'énergie, ça coûte de l'énergie. Il faut nourrir ces bactéries. Après, c'est des plantes qui ont un teneur assez fort en protéines, surtout dans la partie foliaire, et que pour les élevages, des élevages qui ont des limitations par rapport à la consommation des concentrés, c'est une alternative qui est très intéressante, la luzerne. Oui, en fait, ça va boucler sur la question de l'autonomie en protéines des élevages, en gros. Oui, non, c'est un peu ça ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, la luzerne, à niveau mondial, elle est connue par le nom de la reine des légumineuses. Alors, c'est pas pour rien que... Elle a une réputation. Hein. Elle a une réputation, ouais. Après, si je me permets de dire quelques caractéristiques par rapport à la luzerne, c'est une culture qui tolère très très bien la chaleur. Elle peut pousser jusqu'à environ 40 degrés, qui tolère très très bien le froid. Alors, elle arrête sa pousse en hiver et puis elle reprend le printemps. Elle tolère très très bien aussi les conditions séchardes de sécheresse, car elle a un système racinaire qui va vraiment en profondeur jusqu'à 2-3 mètres. Ça lui permet de pomper de l'eau en profondeur, pour autant que la profondeur du sol le permet. Ça, c'est sûr. Après, si on parle de l'azote, il y a des études qui montrent qu'elle pourrait fixer jusqu'à... Voilà, c'est un peu une donnée approximative, mais 250 kg d'azote par hectare, ce qui n'est pas négligeable. Non. Et qui en plus, elle produit non seulement beaucoup de protéines à la surface, alors là on peut parler d'entre 2000 et 2500 kg de protéines brutes à l'hectare, mais aussi beaucoup de biomasse. On peut dire entre 12 et 14 tonnes de matière sèche à l'hectare. Ouais, et puis il y a plusieurs types de luzerne, si je ne me trompe pas. Alors il y a plusieurs types de luzerne. Les deux grands groupes, c'est les types méditerranéens et les types flamandes. Alors, la grosse différence, c'est l'arrête dans l'hiver. Disons que les types flamandes vont dormir, entre guillemets, plus l'hiver. Ils vont arrêter sa pousse un peu plus. Et puis, le type méditerranéen, un peu moins. La différence, après, sur l'année, se voit dans la courbe de croissance. Alors, les types flamandes vont pousser plus vite parce qu'ils vont bien démarrer à la sortie d'hiver, alors que les types méditerranéens vont avoir une pousse qui est un peu plus étalée sur l'année. D'accord, donc on a un peu deux phénotypes, mais en gros, globalement, on peut considérer qu'on a les mêmes types de conduite ou qu'on doit quand même adapter ou... Alors, normalement, on choisit ce phénotype ou ces variétés ou ces groupes, finalement, selon les conditions où on est. Alors, plus il fait froid, on va choisir plutôt de luzerne à type flamande. Et puis pour la classification de tous ces luzernes, il y a une échelle qui va de 1 à 12. Ouais. Alors le 1 étant celle qui arrête les plus l'hiver, et puis les 12 étant celles qui s'arrêtent presque pas dans des conditions plus chaudes. Ouais. Alors qu'en Suisse, on utilise des variétés qui vont entre 3 et 5, voire 6, mais plutôt 3 et 5, voire 4.
Voilà. Ce qu'on voit maintenant dans les marchés, ce qu'on conseille nous aussi, c'est de mélanger plusieurs variétés, pas seulement pour une question de maladie. Ça va quand même permettre d'avoir plus de tolérance par rapport à ça. Mais sinon, par rapport à la pousse de l'herbe, pour qu'elle soit quand même un peu plus étalée et quand même un peu plus mieux répartie sur l'année. Donc oui, en introduction, j'ai évoqué le fait que chacun dans notre coin on avait fait des essais sur ces légumineuses. Alors, moi j'en parlerai après, mais je suis parti sur la févrole et toi sur la luzerne. Globalement, c'était quoi la problématique principale de l'essai si tu devais juste résumer ça en une phrase? Alors, la problématique principale, c'était du coup la fumure dans la luzerne. Quelle dose, quel type de fumure, et puis quelle réponse on pourrait attendre une fois qu'on a mis cette fumure. Alors, pour ceux qui ont du bétail, alors c'est assez simple. La préconisation classique est environ 20 tonnes de fumier à la sortie d'hiver ou bien à l'automne. Ça, c'est une recommandation assez classique. Ouais. Après, le souci se pose pour ceux qui n'ont pas de bétail, qui, soit ils sont un voisin qui peut lui fournir des engrais de ferme, ça pourrait jouer, mais dans les cas où ils n'ont pas cette opportunité, ils devraient acheter des engrais du commerce avec des minéraux comme la potasse, comme le phosphore, magnésium, soufre. Oui, parce que c'est vrai que en général, en agriculture, quand on pense fumure, on pense tout de suite à l'azote, mais là, en l'occurrence, c'est une plante qui n'en a pas besoin. Donc du coup, il faut porter sa réflexion ailleurs. Alors, c'est tout à fait ça. Alors, c'est une plante qui, a priori, n'a pas besoin. Après, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas utiliser l'azote minéral qui est dans les sols. Il faut, comme on a discuté avant, c'est un processus qui lui coûte assez cher à la plante. Du coup, des fois, si elle trouve cet azote dans les sols, elle va l'utiliser. Mais a priori, elle n'a pas besoin. Et ouais, c'est très bien cette réflexion. C'est sûr qu'on a l'habitude de penser la fertilisation par rapport à l'azote. Ouais. Et donc là, vous êtes allé justement sur les autres notions qui sont le phosphore, le potassium, le magnésium, comme tu l'expliquais, quoi. Donc, vas-y, présente-nous l'essai, du coup. Globalement, comment s'est organisé l'essai niveau pratique? Alors, niveau pratique, on avait 3 fermes. Il y avait 2 fermes en bio et une ferme en paire. Ouais. Sur 3 sites sur les cantons de Vaud. On a suivi ces 3 fermes pendant 3 ans. On les a suivis. Alors, dans tous les cas, il y avait la luzerne en pur. Dans un des cas, il y avait un peu de trèfle au sémi. Mais finalement, c'était la luzerne en pur. Alors, les buts, c'était d'essayer différentes sources de fertilisation. On a essayé 2 sources organiques, le compost et le lisier. Parce que d'ailleurs, par rapport au lisier, il y a aussi plusieurs questions qui s'est posées. Et par rapport aux fumures, aux engrais minéraux, on a utilisé 4 sources. Alors, ces 4 sources qui sont plus ou moins riches en différents minéraux, on a utilisé Patenkali, qui lui, il est plutôt riche en potasse, en soufre et un peu en magnésium. Kiersrit, plutôt riche en soufre et en magnésium. Dolomite, plutôt riche en calcium et un peu en magnésium. Et puis Gypsy, elle est plutôt riche en calcium, soufre. Alors, et puis bien sûr, on a laissé un témoin pour pouvoir comparer si à niveau de rendement, on voyait des différences significatives ou en tout cas des différences. Ça, c'est un peu le plan de l'essai. Le design. Le design. Et alors, qu'est-ce qu'on en a retenu, cet essai? Alors, cet essai, qu'est-ce qu'on a retenu? C'est plutôt... alors, la première chose qu'on a trouvée, c'est qu'à niveau visuel, entre les bandes, ça on n'a pas dit, mais c'était un essai en bande, oui. On n'a pas vu de différences significatives à niveau visuel, on n'observait rien. Quand on a, après avoir analysé les données de récolte, pas seulement pour la matière sèche, mais aussi pour la protéine, on n'a pas vu de claires différences significatives entre les modalités. Ça, c'est peut-être le point plus intéressant qu'on a trouvé. Quand on a comparé si la première année, il y avait plus ou moins de différences que la dernière année, parce qu'on peut supposer que la dernière année, il y aura moins d'éléments disponibles pour la plante, on n'a pas trouvé de différence.
Ce qui est bien à dire, c'est qu'on a eu des rendements qui étaient bien élevés. En moyenne, on était entre 12 et 13 tonnes de matière sèche à l'hectare, en moyenne pour 3 sites, sur 3 ans. Alors, il faut dire que ces 3 ans, 22, 23, 24, 22, 23 étant plutôt des années sèches, plutôt chaudes. 24 étant plutôt une année humide avec un rayonnement aussi qui était un peu moins élevé que dans la moyenne. Mais on a vu une stabilité qui était assez impressionnante des rendements. Même chose pour la teneur en matière azotée totale de la plante de luzerne. On était en moyenne autour de 20% pour l'ensemble des coupes. Mais on allait de 17% pour la première coupe où on faisait plus de volume à 23-24% à la dernière coupe où on faisait moins de volume. Je vais juste ajouter une chose ici, c'est que ça, on l'a mesuré au champ. Ce que nous, on a ramassé, on a mesuré au champ. Par contre, quand vous récoltez votre luzerne, vous la préfanez, vous l'amenez au séchoir, ou vous faites de la manipulation avec cette biomasse de luzerne, il y a beaucoup de pertes qui peuvent apparaître. Et puis là, ça ne veut pas dire qu'on va ramener la même qualité à la crèche. Donc sur le parcours de la luzerne et l'acheminement, il se passe aussi des choses. Donc tu as dit que ta luzerne, tu l'avais laissée 3 ans, c'est ça? Oui. Et donc pour reprendre un peu cette idée-là, il n'y a pas eu de fluctuation énorme malgré les années, quoi? Alors, pas énorme. Non, pas énorme. Donc à un moment, tu as dit, malgré les différentes fumures qu'on a apportées selon les bandes, vous n'avez pas vu de rendement, de différence significative entre les rendements et les protéines. Est-ce que pourquoi il n'y a pas eu de réponse en fait? Parce que je veux dire, si on met des trucs, techniquement, on devrait avoir des choses. Alors, comme tu l'as bien dit, il n'y a pas eu de réponse, mais ça ne veut pas dire que la plante n'a pas pompé ses nutriments et qu'il y a moins de ces nutriments dans les sols. Ça, c'est assez important à clarifier. Nous, quand on a fait la conception de cet essai, on avait fait une recherche bibliographique un peu à niveau international, puis on a vu que dans d'autres régions du monde, il y avait des réponses au rendement par rapport à des applications de ces nutriments. Ce qui peut être expliqué par des sols qui manquent ou qui ont des carences de certains nutriments. C'était surtout la potasse et le magnésium et le soufre. Et dans cette bibliographie, c'était aussi des luzernes qui sont restées 3 ans ou des fois un peu plus? Alors, la persistance de la luzerne dépend de plusieurs choses. Une des choses, c'est l'humidité de la région. Alors, en Suisse, par rapport à d'autres régions du monde, on est un peu plus humide. Alors, il faut dire que la luzerne elle est née dans des régions beaucoup plus séchardes, des régions plutôt désertiques. Du coup, on part de la base qu'elle est adaptée aux régions plus désertiques avec des sols plutôt sableuses. Alors, en Suisse, elle marche très très bien, ça va très très bien, sauf que la persistance, elle est un peu affectée. Et je reviens à la question conditions humides, c'est qu'en fait, son système racinaire, surtout les collets, il est bien susceptible aux maladies fongiques. Et dans des conditions humides, comme on sait bien, les plantes sont plus susceptibles à être infectées par des pathogènes fongiques. Et donc, si je résume, c'est que dans les autres pays, d'après ce qu'on lit dans la littérature scientifique, il y a une réponse aux nutriments qu'on a besoin. Mais ici, en tout cas, dans l'essai que tu as mené, il n'y en a pas eu. Est-ce que tu as abordé la question du sol? Est-ce que finalement, ça aussi, ça permet de dire il faut un point de vigilance sur la qualité du sol au moment où on implante la luzerne, en fait? Oui, tout à fait. Alors, il faut un point de vigilance parce que d'abord, la luzerne, elle ne tolère pas les sols qui sont déjà plutôt acides. Alors, au-dessous de 6,5 points de pH, la luzerne, elle ne pousse pas très bien. Alors, l'implantation, elle ne sera pas top. Donc, elle est sensible. Elle est assez sensible. D'ailleurs, je profite de vous dire, elle est assez sensible au sol tassé. Ça, c'est assez bien connu. Ça, c'est un peu répandu partout. Par rapport à la fumure, par rapport aux nutriments, aux différents éléments, soit macro-éléments comme méso-éléments, si on veut être sûr qu'on a des carences ou pas dans nos sols, la meilleure chose, c'est de faire une analyse des sols. Puis comme ça, on peut savoir. Après, si on remet une dose, comme ce que j'avais dit avant, qui est la dose peut-être plus préconisée,
une vingtaine de tonnes de fumier chaque année pour pouvoir réincorporer ces nutriments qui ont été pompés par la luzerne, on est plus ou moins sûr qu'on va remettre dans les sols ce qu'on a utilisé. Du coup, là, on fertilise le sol, mais pas forcément la culture, quoi. Alors, ce qui est, voilà, on fertilise le sol, peut-être la culture aussi, mais le truc, c'est qu'on ne voit pas la réponse au rendement. Et du coup, on a souvent l'habitude de fertiliser parce qu'après, il y aura une réponse. On peut se poser aussi peut-être la question que ce n'est pas les bonnes métriques de juste regarder le rendement et la protéine. Peut-être qu'il y a d'autres choses dans la qualité des micro-éléments ou des choses comme ça, des oligo-éléments dans la plante qui peuvent aussi peut-être avoir une réponse. Ouais, après, il y a d'autres oligo-éléments qui sont assez importants pour les luzernes en tant que fixatrices d'azote, comme les molybdènes ou les bores, qui pourraient aussi poser un problème. Mais voilà, s'il y a des doutes, peut-être l'outil le plus pertinent, c'est de faire analyser ces sols. Donc, si on résumait un petit peu cette question-là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire déjà, est-ce que c'est une culture qui a son intérêt dans l'élevage? Alors, et là, moi je vois nettement l'intérêt à cause sa production de biomasse vraiment élevée, sa production de protéines à l'hectare qui est très élevée aussi, ce qui permet surtout aux exploitations qui sont assez limitées dans l'utilisation des concentrés d'avoir une source protéine qui compte comme herbage, alors comme herbe et pas comme concentré. Après, ça permet d'augmenter l'autonomie protéine de l'exploitation. Ça serait la protéine autochtone pour l'exploitation, pas que pour la région, mais pour l'exploitation. Mais voilà, c'est une culture en elle-même, du coup, il faut savoir quand même la conduire. Il faut savoir la gestionner, tout à fait. Et il y a peut-être aussi un autre avantage, tu m'y fais penser, est-ce qu'il y a la prime du plan climat de 600 francs hectares, si je m'abuse? Alors, c'est ça. Sur Vaud, dans les plans climat vaudois, il y a une prime à la luzerne. Il y a quelques conditions à remplir. Il faut qu'elle soit au moins sémée à 80% dans la densité pleine. Et puis, ces 20% qui restent, on peut mettre d'autres légumineuses. Dans ces d'autres légumineuses, ce qu'on conseille après conseil, c'est plutôt aller avec des trèfles. Et le trèfle blanc ayant un effet plutôt tapis qui va potentiellement couvrir les zones où on a perdu des pieds de luzerne. Et puis le trèfle violet, il aura un peu ce rôle aussi, mais il aura aussi le rôle d'être un peu plus précoce que la luzerne. Et pourtant, voilà. Donc une logique d'élevage, une logique aussi, si on veut aller chercher une petite prime en plus. Et puis du coup, le point de vigilance, finalement, c'est le sol. Oui. C'est ça. Alors, c'est pas seulement les sols, mais voilà, c'est un des points de vigilance. Il y a d'autres que je voulais mentionner aussi. Une des problématiques principales de la luzerne, c'est la persistance. Nous, on a l'habitude d'avoir des prairies qui durent, dans la plupart des cas, plus de 3 ans, alors que la luzerne, il arrive à la 300e année. C'est un bout de course, quoi. Ouais, c'est un peu la course. Du coup, ça, c'est un point de vigilance. Deuxième point de vigilance, c'est que les très sensibles sont tassés. Et ça, il faut vraiment faire gaffe, à cause que si le sol est tassé, il n'y a pas d'oxygène qui arrive dans les racines. Et ensuite, elle ne peut pas faire la respiration qui va servir pour nourrir les bactéries. Voilà, c'est une explication assez courte. Troisième point, c'est qu'elle ne tolère pas les sols acides. C'est pour ça que si vous avez une parcelle candidate pour faire la luzerne, faites analyse des sols. Comme ça, on pourrait savoir si le pH convient ou pas à la luzerne. Quatrième point, c'est que, comme on l'a discuté avant, c'est un fourrage riche en protéines. Pour le besoin d'un ruminant, c'est un fourrage qui est plutôt déséquilibré parce qu'il y aura plus de protéines que d'énergie. Mais c'est là où on vient complémenter la ration avec d'autres sources énergétiques. Pour bien valoriser ces protéines, le point suivant, c'est la gestion de la pâture. Alors, elle est difficilement pâturée la luzerne. On mélange, elle peut se pâturer un peu mieux. Mais c'est assez compliqué, pas seulement parce qu'on risque de perdre beaucoup de pieds de luzerne, et parce que s'il y a un phénomène de météorisation où, comme on connaît, c'est que ces vaches vont gonfler. Est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu en détail les pertes des pieds de luzerne? Concrètement, c'est quoi l'enjeu? Alors, l'enjeu, c'est que, en fait, la luzerne, elle ne va jamais se multiplier dans une parcelle.
parce qu'il y a un effet qui s'appelle la autotoxicité de la luzerne. En fait, c'est des métabolites secondaires que la luzerne produit et qu'elle dépose dans les sols et qui vont être retenus dans les sols. Et puis, ces métabolites secondaires vont empêcher d'autres nouvelles plantes de luzerne de pousser. C'est pour ça que le sursemis de luzerne est jamais conseillé et qu'entre deux cultures de luzerne dans la même parcelle, il faut attendre, on dit, autour de 5 ans pour revenir avec une luzernière dans la même parcelle. C'est à cause de cet effet. Et puis, en fait, quand on perd un pied, c'est-à-dire qu'on le perd. Alors, quand on perd un pied, on le perd. Enfin, je veux dire, c'est pas comme un trèfle rampant ou des choses comme ça qui peuvent recoloniser un peu le milieu. Là, c'est perdu. Perdu. Donc, ça reste un bon moyen de savoir si on doit arrêter ou pas sa luzernière. Ouais, tout à fait. Ça reste un très bon moyen de savoir si la luzernière elle arrive à la fin ou si on peut toujours tenir une année de plus. Et pour ça, il y a plusieurs théories, mais voilà, il y en a qui contrôlent ça à l'automne, il y en a d'autres qui contrôlent ça au printemps, après l'hiver. Parce qu'il faut dire que 2 fois, on perd beaucoup de plantes l'hiver. Si la plante n'est pas vraiment en forme au début de l'hiver, on peut la perdre à la fin de l'hiver. C'est pour ça que dans la conduite d'une luzernière, c'est très important de la laisser fleurir au moins une fois par année, parce que ça va permettre à la plante de restocker ses racines et de bien passer l'hiver. Mais le problème majeur de perte de pieds, c'est que le rendement sera affecté. Le potentiel de rendement, à cause d'avoir moins des tiges ou des pieds, sera affecté. Très bien. Et puis, j'ai envie de dire aussi, il y a un moment, tu as parlé de justement cet impact du sol tassé sur le développement de la luzerne. Je veux juste en profiter pour rappeler un petit truc, parce qu'on entend souvent des fois des gens raconter que la luzerne c'est un pivot, ça décompacte le sol, c'est super. Un peu comme aussi les radis, la structurator avec des noms pas possibles. En fait, j'aimerais juste rappeler qu'une racine se met là où il y a de l'espace. S'il n'y a pas d'espace, la racine ne va pas se mettre. Donc un sol tassé où il n'y a pas d'espace, où il n'y a pas de racine qui peut s'implanter, elle ne va rien décompacter, la racine ne va juste pas s'installer. Oui, c'est ça. Donc voilà. C'est juste pour faire un petit peu le... Non, mais c'est tout à fait ça. Est-ce que tu avais des choses à rajouter sur l'essai un peu ? Voilà, la luzerne reste toujours une option très intéressante pour certains types de parcelles, bien sûr. On a un potentiel de production en biomasse et en protéines qui est énorme. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la reine des légumineuses, finalement, ou la reine des plantes fourragères. Et que par rapport à cette question sol, on peut toujours utiliser nos engrais organiques, disons les engrais de ferme, pour ceux qui l'ont. Et pour ceux qui ne l'ont pas, peut-être faire des analyses, regarder. Faire des analyses et voir s'il y a vraiment des carences pour ne pas être déçu au moment de la fertilisation et qu'après on ne voit pas cette réponse. Et avant et en sortie de luzerne, du coup, pour voir ce qu'on a exporté un peu du sol. Oui, voilà. Ok, super. Voilà, du coup on change de rôle. Ouais, c'est ça, c'est à mon tour. Alors du coup là, on a pas mal discuté par rapport à la production animale. On a discuté l'importance de la luzerne ou l'intérêt de la luzerne comme plante fourragère. Maintenant, on va passer plutôt à la production végétale. Et oui. Toi, tu as mis en place quelques essais qui sont très intéressantes, qui se basent dans des mélanges dans des associations entre céréales, dans ces cas le blé, et des légumineuses, la févrole, dans ces cas. Qu'est-ce que tu as à nous raconter ? Alors, j'ai plusieurs choses à vous raconter là-dessus. Je vais vous juste faire un petit point avant parce que, oui, si jamais vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à regarder dans la description parce qu'on va vous mettre des liens vers les rapports qui sont beaucoup plus détaillés que ce qu'on raconte. Et puis, il y a des visualisations graphiques et des fois, un graphique vaut mieux que 1000 mots. Mais pour l'instant, ce que j'ai à ma disposition, c'est 1000 mots. Alors, j'y vais, je me lance. Donc, comme tu l'as dit, on a fait des essais céréales légumineuses pour le goût du blé et de la févrole. Et c'est un essai qu'on avait lancé en 2023. Chez un exploitant où là on avait fait des bandes mais avec des répétitions. On avait testé des essais d'associer du blé avec de la févrole. Alors pourquoi ? Déjà c'est parce que c'est vrai que mettre des légumineuses diversifier ces cultures, c'est toujours un peu une voie qu'on cherche à réaliser quand on s'intéresse aux problèmes agronomiques parce que ça répond à plusieurs défis, notamment par exemple
Les légumineuses, on le sait, ça rajoute de l'azote, comme on en a discuté, comme tu avais rappelé un peu dans l'introduction, et que du coup, c'est toujours bien d'aller chercher des sources d'azote exogènes, et que l'azote atmosphérique, ce n'est pas une ressource épuisable. Donc on en a à foison, autant s'en servir. Et puis, en diversifiant aussi, on rajoute de la biodiversité cultivée, donc c'est pas inintéressant, notamment au niveau des insectes et des abeilles sauvages ou domestiques, parce que c'est très mellifère, les légumineuses. Pour celles et ceux qui en font chez eux, vous verrez bien qu'il y a du trafic aérien quand c'est en fleurs. Et puis aussi, mettre des plantes qu'on peut maîtriser dans la rotation, ça occupe de l'espace et donc ça permet aussi de limiter le développement des adventices. Et nous, notre essai, il s'est posé la question de « Ok, je veux faire du blé, il se passe quoi si je rajoute de la févrole ?» Et alors, il se passe quoi? La première année, on a vu que en rendement cumulé, c'est-à-dire si on calcule le rendement du blé et qu'on rajoute le rendement de la févrole, on a eu des meilleurs résultats que quand le blé était semé en pur. Donc on va dire en kilos de nourriture produit à l'hectare, vu que finalement c'est la métrique qu'on utilise pour qualifier le rendement. Et puis après on a regardé au niveau de la qualité de la protéine, le taux de protéine du blé, et on a vu que globalement le blé associé avait 1,5 point à 2 points supérieurs selon la bande, mais bon, comme on a moyenné les trois. Et on s'est dit, ok, très bien, super, sauf qu'il y a la prime là, sur les associations céréales légumineuses de 1000 francs, mais il faut garantir 30% de févrole à la récolte. Et nous, l'année où on avait mis ça, c'était une année très sèche en 2023, et la févrole avait avorté, et du coup on avait des pieds qui étaient là, on avait de la biomasse de févrole, mais par contre on n'avait pas du tout les rendements. Et donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer au niveau de la densité de semis? Donc en fait, l'essai dont je vais vous parler un peu plus en détail maintenant, c'est un essai qui est dans la continuité de ça. Et là, pour le coup, on a fait du multisite, c'est-à-dire qu'à la place de faire 3 bandes sur la même parcelle, on a fait plutôt 3 parcelles réparties sur le canton. Et on l'a fait aussi en partenariat avec AgriGenève et le FIBEL. Je les mentionne parce qu'ils nous ont aidés, puis ils nous ont donné quelques résultats aussi intéressants. Excellent. Et du coup, il y avait combien de sites ? Donc, on avait 3 sites. Il y en avait un dans le canton de Genève, il y en a un autre qui était à Desmorais, un autre à Moiry, et puis on avait des situations un peu différentes. Par exemple, celui à Moiry, c'était un essai en bande culturelle extensive, donc il a juste été semé puis récolté. L'essai à Desmorais, lui, il y avait un précédent pomme de terre, et puis à Genève, au moins c'était notre situation un peu climatique, donc ça nous a permis un peu de diversifier tout ça. On a testé 3 densités. Donc le blé était toujours semé à 140 kg hectare et la févrole, elle, on a eu 60 kg, 80 et 160. Enfin, on a eu 80 pour l'essai avec AgriGenève et 100 pour nos essais, mais globalement, on va dire 80, 100. Et ce qu'on a regardé là-dessus, c'est les mêmes choses que l'année d'avant, c'est-à-dire la protéine, le rendement. Et on a rajouté aussi des analyses un peu économiques de marge brute. Alors, maintenant les résultats, qu'est-ce que tu as à nous raconter par rapport à ces différents rendements, si on a eu, aux différences de taux de protéines dans les différentes modalités et aussi l'analyse économique? Tu veux tout savoir? On veut tout savoir. Eh ben, je vais te le dire. Alors, du coup, pour les rendements, ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, peu importe les 3 sites, il y en a une modalité qui s'en est vraiment mieux sortie, c'est l'association blé à 140 kg hectare avec de la févrole semée à 100 kg pour le canton de Vaud et 80 pour AgriGenève, enfin pour le canton de Genève. Celle-là, c'est celle qui s'en est mieux sortie des 3. Après, sur les rendements, et là, j'aimerais bien faire un petit point, c'est que quand on fait des associations, les métriques qu'on utilise, il faut souvent les questionner. Parce que là, si on regarde que le blé, forcément, c'est nul. Si on regarde que la févrole, c'est nul aussi. Mais si on regarde les deux ensemble, là, quand on cumule, en fait, on dépasse les rendements qu'on pouvait espérer avec une des cultures pures. Et les rendements étaient globalement meilleurs lorsque la févrole était associée pour la plupart des sites. Et il y a quelque chose à prendre en compte, c'est qu'on a eu vraiment un effet de année humide. C'est plus propice pour la févrole que pour le blé. Et il y avait vraiment... ça s'est ressenti, mais dans l'ensemble des récoltes de céréales, quoi. On a des rendements à l'échelle du canton qui ont fait moins 13 ou moins 20%, je ne sais plus, mais des chiffres assez colossaux. Et bien là, on avait un peu les mêmes résultats pour les rendements de blé pur, mais la févrole a compensé.
Donc, du coup, au plus on avait de densité de févrole, au plus elle s'implantait, au plus elle limitait le développement du blé, et au moins on avait de févrole, au plus il y avait de blé, quoi. Mais quand on avait cette densité dont je vous ai parlé de la févrole à 100 kg, ou 80, hein, bah après là on est dans l'épaisseur du trait, hein, ces échelles, globalement on est dans l'optimum et c'est là où ça a vraiment tout pété. La protéine, ça a été un peu différent, c'est que le blé seul avait toujours des taux de protéines inférieurs au blé associé en fait. Donc hyper intéressant et on a gagné 1,5 point. Comment tu arrives à expliquer ça? Eh bien là, c'est un peu compliqué. Si on regarde la littérature scientifique, on sait qu'il y a des transferts entre la févrole et le blé, enfin en général entre la légumineuse et la céréale. Pour faire ça, ils regardent les isotopes de l'azote et il y en a qu'on arrive à tracer et du coup on sait qu'il y a un transfert et qui vont de la légumineuse vers la céréale. Parce que je pense que là, justement la symbiose, la fixation symbiotique fait un certain type d'azote qu'on peut tracer et qu'il n'y a pas dans le sol à l'état naturel. Donc du coup on sait ce qui se bat là. En revanche, les quantités en jeu ne sont clairement pas du tout suffisantes pour expliquer ces différences-là. En fait, en général, les légumineuses, c'est surtout en termes de reliquat. Quand on restitue la biomasse, enfin, c'est ce que tu disais sur la concentration des protéines, elle se fait plutôt dans le feuillage. Hein. Du coup, bah forcément, quand on va enfouir le feuillage, c'est là où on va avoir plus de trucs, quoi. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand on a de la févrole et du blé, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué la densité de semis du blé. Donc, il y a moins de blé. On a également une autre plante qui est là. Donc, qui va aussi limiter, entre guillemets, il faut mettre des gros guillemets, le développement du blé. Donc on a un effet qui s'appelle l'effet dilution, ce qui fait qu'il y a plus d'azote disponible dans le sol pour moins, enfin même s'il y avait la même quantité d'azote disponible dans le sol, pardon, il y avait moins de demande. Donc forcément, il y a une plus grande concentration. Donc ce serait un peu ça l'effet de dilution. Alors, du coup, tu nous as dit que dans les cantons Evo, la densité ou la proportion de févrole optimale était à 100 kg et que sur Genève, c'était 800 kg. Ouais. Je ne me trompe pas. Alors, est-ce que cette proportion, elle pourrait être maintenue à travers les années ou avec cette question de changement climatique, on sait que les années sont plus pareilles entre eux, ça pourrait être modifié dans des éventuelles années sèches ou bien humides Alors ça, justement, c'est la question c'est un peu la question à 1 million de points, quoi. C'est-à-dire que est-ce que ce qu'on est en train de tester aujourd'hui sera répétable dans le futur? Il faut faire du pluriannuel. Après, j'ai que 2 ans de recul sur cette question-là. Ici, dans les conditions pédoclimatiques locales, hein. Mais quand on regarde la littérature scientifique, qui eux ont fait du pluriannuel, ce qu'on regarde, ce qu'ils disent en général, c'est 100 kg 80 ou 110 kg en fait. C'est parce qu'il y a un poids migrain qui va jouer, donc c'est un peu la meilleure. C'est là où on a la meilleure collaboration, la meilleure coopération entre ces deux plantes. Il y a aussi un autre truc à prendre en compte, c'est que nous on n'a pas regardé l'aspect variétal parce que il faut savoir que 2023 c'était tellement sec qu'en fait les reproducteurs de semences ont galéré à faire de la févrole et que du coup il y avait très peu de variétés disponibles sur le marché. Donc oui, on pourrait commencer à se lancer dans des essais à dire oui, mais telle variété elle est mieux, telle elle est adaptée, je sais pas quoi. Bon, déjà, moi j'ai envie de dire, quitte à faire dans la diversification, autant se mettre un mélange de variétés si on a la disponibilité, que ce soit pour le blé ou la févrole. Mais en fait, ça dépend de ce qu'il y a disponible, quoi. Enfin, je veux dire, nous, cette année, en fait, on n'a pas pu choisir, quoi. Il n'y avait pas tout. Donc on a pris ce qu'il y avait chez le semencier. Du coup, si j'ai bien compris, pour augmenter la robustesse de ces proportions qui est préconisée ou proposée de févrole, il faudrait continuer ces essais. Alors il faut les continuer et dans tous les cas, on les a relancés là cette année. Donc il y a déjà d'autres parcelles qui sont en train d'être, qui sont en train de pousser d'ailleurs. On a fait aussi un petit bonus cette année, c'est qu'on a mis du blé ancien avec la févrole pour voir si c'était un support qui pouvait limiter un peu l'averse des variétés anciennes qui sont un peu plus sensibles. Peut-être la question qui est posée parmi ceux qui sont dans les publics, de l'autre côté, et par rapport à la rentabilité économique, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Alors, la rentabilité économique, c'est simple, j'ai fait un petit calcul où j'ai pris tous les coûts de production de la conduite et après, j'ai pris les prix de vente aussi
en fonction des prix en cours. C'est juste que sur la févrole, j'ai retiré 7 francs par décitonne de coût de triage. De triage, d'accord. Au cas où, en fait. Même si, pour être honnête, ceux qui avaient livré n'ont pas eu de coût de triage là. Mais bon, par sécurité, j'ai enlevé un peu ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je vais vous donner juste le résultat de la meilleure densité. Comme ça, je vends un peu mon truc. On a eu un écart de plus de 1000 francs pour un site et plus de 400 francs pour un autre, sans prendre en compte les contributions. Ça, c'est la rentabilité par hectare. Alors, c'est l'écart par rapport à... En fait, le témoin blé, on va dire qu'il fait 0 francs. Le témoin en blé pur se met à 200, classique, on va dire qu'il fait 0 francs. Si lui, on le met à 0, la modalité qui avait bien réussi, là, le 100 kg de févrole, il a fait plus 1000 dans un site, et dans un autre site, il a fait plus 400 francs par hectare. Et ça, c'est sans prendre en compte les contributions, parce que quand on prend en compte les contributions, ça, vous pouvez juste, même de tête, rajouter 1000 francs pour la prime protéagineux. Mais il faut qu'il y ait toujours 30% de légumineuses. Et il faut qu'il y ait toujours 30% de légumineuses. Ce qui a été accompli cette année, parce que année humide, on a eu des beaux rendements de févrole, en fait. Voilà. Globalement, ça, c'était pour la rentabilité. J'aimerais rajouter un petit truc. Quand même, parce que justement, on parle d'augmenter la productivité, la compétition, tout ça. On a fait un petit calcul assez rigolo, c'est qu'on a comparé en hectares équivalents cette association. Je vous explique, ne paniquez pas, attention. En gros, un hectare équivalent, pour faire simple, c'est combien ça m'aurait pris d'hectares de conduire cette culture en pur. Par exemple, pour le blé, c'est simple. En gros, on avait le blé à côté en pur, en témoin. Et en fait, il nous aurait fallu 0,75 hectares pour faire à peu près les rendements qu'on avait. Et pour la févrole, on a regardé, il nous aurait fallu à peu près 0,75 hectares pour faire ce qu'on a fait en févrole. Donc, ce qui veut dire qu'en cultivant 1 hectare de notre association blé-févrole, on a cultivé 1,5 hectare de ces deux cultures en pur. Donc intensifier, en fait, ça veut pouvoir dire aussi diversifier les cultures conduites à un endroit pour maximiser en fait cette notion qui est peu utilisée, mais de surface agricole utile en fait. C'est vrai. Est-ce que tu as d'autres conclusions de cet essai ou de perspectives pour cette année? En conclusion, moi je dirais que c'est un truc qui est hyper intéressant, qu'il faut quand même poursuivre les essais avant de se lancer dans quoi que ce soit. J'aurais du mal à en faire des vraies recommandations, même si tout porte à croire que c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Globalement, je pense qu'il faut aussi regarder avec ses moulins et trouver les débouchés, parce que si on n'arrive pas à vendre la févrole, ça sert à rien. Ou alors, pour faire d'autres débouchés ou de l'autoconsommation, ça je sais pas, il faudrait qu'on regarde ensemble si ça a un intérêt dans les productions animales. De séparer justement, je sais pas s'il y a des gens qui ont des trieurs chez eux ou des choses comme ça. Je pense que ça facilite un peu toutes ces choses-là, la conduite. Il y a un autre point de vigilance aussi, c'est faire très très attention au battage. Ça, c'est une question qu'on n'a pas encore vraiment réglée. Globalement, nous, on a dû récolter un peu vert en fait la févrole. Et je pense que le fait qu'elle soit qu'elle soit très humide, en fait, ça a aidé au battage parce que ça a moins éclaté les grains et du coup, on a moins eu de brisures. Donc voilà, parce qu'après, il y a dans ces associations, il y a tout ce qui est au niveau taux de charge qui vont être pris en compte et justement les taux d'humidité, sachant que de toute façon 2024 c'était une année humide. Donc voilà, je dirais qu'il faut faire un petit peu attention au battage, il faut voir avec son moulin et voir les débouchés et voir qu'est-ce qui est faisable chez soi ou pas. Et que du coup, on va gentiment conclure l'épisode. Globalement, Nicolas, est-ce que tu penses qu'il y a encore un intérêt à aller investiguer ces terrains sur ces légumineuses? Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, où tu te dis « Ah, j'aimerais bien essayer plus tard au niveau des légumineuses ?» Parce que là, on a parlé de la luzerne et de la févrole uniquement, mais il y a plein d'autres légumineuses. Alors déjà, peut-être une deuxième légumineuse, c'est une petite cousine à la luzerne, c'est l'esparcette. Alors, c'est une légumineuse qui est plutôt type extensive. Alors, elle ne supporte pas 5 coups par année comme la luzerne, elle pourrait le supporter. D'ailleurs, elle est subventionnée dans le plan climat vaudois de cette année avec la même condition qui est au minimum 80% d'esparcette dans ce mélange.
Et c'est pour ça qu'on a mis en place un essai à Grange-Vernay, en micro-parcelle, avec 3 répétitions. Du coup, on espère d'avoir quelques résultats par rapport à cette légumineuse. Ce que je dis en 2 mots peut-être, c'est que le sparset n'est pas forcément une alternative à la luzerne. C'est qu'une correspond à un type de situation, puis l'autre correspond à un type différent de situation. Mais voilà. Et le deuxième intérêt pour le sparset, c'est qu'en fait, cette plante elle a des composants qui s'appellent des tannins condensés. Ces tannins condensés, ils ont des propriétés anti-helminthiques, c'est-à-dire qu'ils aident à la gestion et au contrôle des parasites intestinaux, surtout chez les petits ruminants. Du coup, il y a beaucoup d'exploitations, surtout en bio, qui s'intéressent à fourrager de l'esparset. Et il y a quelques essais qui ont été amenés par le FIBEL où ils voient des résultats assez prometteurs. Nicolas, écoute, je pense qu'on va conclure. Merci beaucoup à toi pour cette discussion. C'était très intéressant. Et on espère que cette forme de podcast un peu à double voix où j'interviens plus et j'anime moins vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis en attendant le prochain épisode, on vous dit à bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.